Le son. Le son de... Bah, parce qu'on prend les micros, parce qu'on va avoir un bon son pour la vidéo. Oui. Bon, ça va bien? Pas mal. Tout seul. Alles gut. Allez. Courage. Je vous garder sans le son. Ah. Voilà. Donc bonjour. Bonjour. Bon, bah, c'est bien, ça fait plaisir de voir la boutique pleine, des nouveaux visages aussi qui viennent nous rencontrent. Alors ceux qui ne nous connaissent pas peut-être, on est une boutique de DVD et on est également éditeur DVD. Et toutes les semaines, on accueille un invité, en général un réalisateur, une réalisatrice, ou parfois des critiques, des écrivains, qui parlent autour du cinéma. Et l'idée, c'est de profiter de sorties de DVD pour mettre en avant le DVD, mais aussi pour parler de la cinéphilie de notre invité. Donc ce soir, on est très heureux d'avoir Michel Hazanavicius. Voilà, on connaît en tant que client, Ouais. voilà. Récemment moins, mais à un moment beaucoup. Ah ouais, c'est là-dessus, ouais. non, mais c'est vrai. Non, ouais, mais il n'y a pas de tendance spécialement. Ouais. Non, je sais que vous êtes voisins un peu. On est voisins, ouais, bien sûr. Et, enfin, bien sûr, on est voisins. Et il n'y a pas de glissement vers les plateformes, si c'est l'idée. Non, mais il n'y avait pas Non. de sous. Il n'y a pas de malice. Non, il y a Non, ouais, dans la question. Ça, je sais pas pourquoi, ça s'est un peu fait. C'est aussi qu'à un moment, peut-être. Enfin, moi, bon, je sais pas, j'ai 2 vagues d'enfants. Enfin, j'ai 2 fois 2 enfants, 4 donc. Et les 2 derniers qui ont 14 et 10, finalement, je sais pas, peut-être on a un gros truc de DVD déjà à partager avec eux, etc. Ah non, mais c'est et on regarde des. Oui, mais c'est un peu faux ce que je dis parce que vous étiez passé chercher des Capra, je me rappelle. Ouais. Oui, mais c'est moins. Non, vous avez dit moins, vous avez pas dit. Non, c'est un peu vrai, ouais, c'est un peu vrai. Mais moi, j'aime beaucoup acheter des DVD. Oui. Par ailleurs, je suis aussi administrateur de la Cinéthèque, qui est aussi une autre manière de regarder des films, et notamment enfin, le film des patrimoines et tout ça, mais c'est vrai que, bon, sans faire de la retable pour vous et tout ça, mais c'est vrai que la boutique, elle est agréable parce que tout d'un coup, on voit des... C'est pas du tout pareil de regarder des fichiers, des trucs, de se promener et de voir des objets qui... Un objet vous en amène un autre, le hasard de l'ordre alphabétique est aussi parfois assez marrant. Ouais. Et puis il y a un truc que vous allez éditorialiser, mettre en avant, qui va attirer l'œil et tout ça. Je trouve qu'il y a une cinéphilie assez joyeuse et moins froide dans une boutique de DVD que sur un site. Oui, bah, on essaye de... Bah, c'est exactement l'état d'esprit un peu de la boutique, et puis du hasard aussi, du hasard, des bacs, et puis de rencontrer un film qu'on n'imaginait pas ou qu'on pensait avoir vu et qu'on n'avait pas vu. Mais assez parlé de vous, je crois que... je suis d'accord. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous présenter? Parce que vous faites partie des invités qu'on ne présente plus. Ouais. Enfin, si les gens sont venus, j'imagine que... Oui. Bon, ils savent à peu près que vous avez réalisé des OSS, voilà, c'est ça. Vous avez eu quelques Oscars. Pas tous. Pas tous, mais les meilleurs. Non, je le dis. Non, mais c'est intéressant, moi je trouve, c'est intéressant d'avoir un personnage, un univers, et de se dire, tiens, non, c'est pas facile de tricoter ça et de faire vraiment, de tenir le cap. Et je trouve qu'au 3, on le voit, mais on voit que le cap n'est pas... Je l'ai pas vu. D'accord, ok, d'accord. Non, mais c'est pas une petite chose, je trouve, d'articuler ça. Mais c'est difficile. Moi, j'ai beaucoup aimé cet exercice de la suite, parce qu'en fait, vous donnez, en fait, en faisant un 2, tout un tas de rendez-vous. C'est-à-dire que les gens veulent retrouver tout ce qu'ils ont aimé.
Et en même temps, si vous leur donnez tout ce qu'ils ont aimé, ils vont dire, ah, ils ne sont pas fait chier. Ils ont fait vraiment le même. Donc, en fait, il faut les surprendre. Il faut qu'ils retrouvent leur marque, mais en renouvelant tout, etc. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé cet exercice-là. Vu le succès des deux, vous imaginez bien qu'il y avait une pression des producteurs pour faire un 3 depuis très longtemps, et que ce soit Jean ou moi, quel que soit le film qu'on allait présenter, c'était tout le temps quand est-ce que vous allez faire l'OSS 3, etc. Et moi, c'est vrai que j'étais dans ce truc de dire, mais il faut faire un objet à 3 films qui soit au moins aussi bien que l'objet à 2 films. Et honnêtement, j'avais pas l'envie vraiment de coller à ce truc-là. Et là, je commençais à avoir un peu une piste, mais bon, voilà, ils sont partis sur autre chose. Et voilà. Mais qu'est-ce qui fait? Parce que OSS, The Artist, The Search, le Prince oublié, bah, à chaque fois c'est un registre différent. Quel est un peu le moteur comme ça, l'envie? C'est pas seulement de vous surprendre et c'est pas seulement de faire quelque chose de différent à tout prix. Ah non, ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Non, oui, enfin, c'est-à-dire, j'ai zéro calcul, c'est un peu, comment dire, sans doute un peu décevant, parce que j'ai pas un discours qui serait très cohérent ou très séduisant, c'est juste un truc de désir, quoi. Après, il y a sûrement une peur de l'ennui, ou une peur de moins m'ennuyer, mais c'est vrai que j'ai besoin couper, par exemple, la décision s'est prise hyper vite sur un truc où je me disais, bon, faire un remake d'un film, bon, oui, je vois bien tout le côté un peu casse-gueule du truc, et tout ça, surtout que le film original est tellement séduisant, c'est-à-dire qu'il est fait avec 20 000 euros. Ça, oui, voilà, mais il y a un côté bricolé, c'est séduisant, et en même temps bricolé, il y a quelque chose de... hyper séduisant, voilà, donc aller venir avec... on a de l'argent, on n'a pas fait le film pour 10 millions d'euros, mais quand même, il y avait un truc à dire. Mais l'envie a fait que je me suis dit, non, mais t'es un jeu mortel, en fait. Et voilà, et donc j'y vais. Mais, et après, chaque film a des envies ou des points de départ très différents. C'est pas les mêmes, je pense, quand vous êtes jeune et quand vous commencez à vieillir un petit peu, ou beaucoup, vieillir. Mais oui, il y a les endroits de désir sont pas toujours les mêmes, c'est assez surprenant. C'est compliqué de les reconnaître et de ne pas se bourrer d'ailleurs. Parce que ça reste entre nous là, tout ce qu'on se dit. Oui, non, c'est absolument pas filmé, pas enregistré. D'accord. Non, mais par exemple, c'est vrai qu'il y a un film sur lequel je pense que, enfin, vous avez mentionné Le Prince oublié. Je pense que je me suis planté sur vraiment. Tout le monde fait ouais. C'est rien de dire. Mais non, mais c'est vrai, mais je me suis planté dès le départ sur comment dire, sur l'harmonie ou l'accord qu'il y avait entre un désir de film et la réalité de ce que moi je pouvais faire, de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on pouvait faire dans le temps qu'on avait, etc. C'est-à-dire que j'ai fantasmé un film que nous, collectivement, mais moi, évidemment, en première ligne, vu que je suis réalisateur, je n'étais pas capable de faire. Ce film, le film fantasmé, je n'étais pas capable de le faire. Donc, mais par contre, je suis hyper content de me planter. Enfin, dans le sens, pardon, je suis hyper content d'aller à des endroits un peu pas sûrs. Oui, ouais, certain, quoi. Ouais, parce que je me dis, ok, le revers de la médaille, c'est quand on se plante. On se plante. En revanche, quand on se plante pas, c'est cool parce qu'on est dans un truc qui est c'est pas que vous êtes le seul à y aller, mais ça vous appartient, quoi. C'est vous. Non, mais par exemple, The Artist, c'est quand même assez étonnant parce que je n'arrive pas à vous soupçonner calculateur dans le sens où on va faire là il y a un crédit. Ah, mais alors, j'adore les gars qui disent non mais il avait prévu le coup et tout. C'est-à-dire que là, je suis vraiment parce que j'ai bien de penser. Je jure qu'on était à l'inverse de ça. Ouais. Mais totalement l'inverse. C'est-à-dire que c'est impossible de penser qu'un film comme ça va marcher. Mais pas du tout. Et d'ailleurs, même en le vendant, j'ai jamais dit, vous allez voir un machin, je disais, écoutez, bon, certes, ça ne va pas marcher, mais c'est un film de prestige, on pourra peut-être avoir un bon comportement dans les festivals, et comme il est mieux, on pourra peut-être le vendre dans plusieurs pays. Je vous jure que le discours de vente, c'était ça. Jamais ça a été, on va aller, pas du tout. Et quand vous voyez la grosse machine américaine qui arrive, qui achète le film, comment vous êtes dans ce tracteur-là, quoi? La grosse machine, c'est Harvey Weinstein. Oui, c'est ça. C'est comme ça que je sais pas. Appelons-le comme ça.
Non, mais c'est un autre métier aussi. C'est presque un autre métier encore. De alors promotion. mais alors là, moi je suis, comment dire... Comment vous êtes là-dedans? En fait, il y a toute une chronologie, en fait. C'est comme dans la vie, il y a des séquences, en fait. Vous ouvrez une séquence, la séquence de la fabrication, enfin, ça part de loin, parce qu'il y a l'envie de le faire, l'impossibilité de le faire. Tout d'un coup, les murs qui tombent les uns après les autres, puis boum, ça devient possible. La séquence de fabrication du film, qui n'est pas du tout connectée à ce que est devenu le film après. Il y a une différence fondamentale dans les temporalités, c'est-à-dire quand vous faites un film, vous ne faites pas un succès, vous ne faites pas une merde, vous faites le mieux que vous pouvez, mais vous ne savez pas ce qui va être après. Après, c'est une merde, c'est un film raté, c'est un chef-d'œuvre, c'est tout ce que vous voulez, mais au moment où vous le faites, vous n'êtes pas du tout là-dedans. Vous n'avez pas le recul de l'histoire. Donc, tout d'un coup, et on speed, et sans trop réfléchir, on speed pour être prêt pour Cannes, et là on sent, moi je sens qu'il se passe un truc, Harvey Weinstein entre autres, mais de toute façon, déjà Cannes, c'est déjà, ça aurait pu s'arrêter là, et c'était déjà l'aventure géniale, quoi. Harvey Weinstein, et à partir de ce moment-là, où le premier voyage qu'on fait là-bas pour voir le film, et quand tout se passe bien, et tout le monde vous tape dans le dos, et que tout le monde veut être avec vous et tout ça, moi, je suis vraiment comme quand on va à Disneyland, c'est-à-dire tout d'un coup, c'est le vrai Clint Eastwood qui vous parle. Non, mais comme quand un gamin, il serre la main de Mickey, de Django, j'en suis là, quoi. Et c'est des films et des réalisateurs que vous avez aimés, qui vous ont fait rêver. Ouais, mais j'étais dans un truc vraiment de manège, quoi. Vraiment, la vérité, c'était que j'étais dans un truc de manège, où c'est vrai que... Et puis, le truc qui est organisé, que vous faites plein de festivals, de trucs, de machins, de soirées, de remises de prix, tout ça, donc vous voyez un peu toujours les mêmes. Et le truc devient absurde, mais il devient marrant en fait. C'est-à-dire qu'il y a Georges Clooney qui vient vous parler, et remettre notre cravate, puis il vous raconte ces trucs et tout ça. C'est complètement débile. C'est vraiment. Et en même temps, mais je vous dis, moi c'était vraiment un tour de manège. J'ai jamais cru que. Qu'on était copains, ou que machin, ou tout ça. Oui, mais j'ai l'impression que le film a touché Hollywood en plein cœur. Il y a vraiment quelque chose comme ça que... je sens que ça les a vraiment émus. Mais pas que Hollywood. Je veux dire, je pense qu'en France, il y a un truc un petit peu normal. Mais pas que. À l'étranger, par exemple en Italie, j'étais à Florence il n'y a pas très longtemps, et le garçon de café qui nous a reconnus nous a parlé de The Artist, et que pour lui c'était un truc, ce qui n'arrivera jamais ici. Mais je sais pas. Hein? Peut-être. Non, peut-être, mais il y a vraiment un truc, je pense. Bon, mais effectivement, après le film amenait beaucoup de joie, quoi. Et au moment où de la surprise, maintenant il est connu, il n'y a pas de surprise, mais il y avait un truc qui a énormément joué pour le film, c'est que les gens arrivaient en se disant, bon, on va se faire chier, dans le sens, comme on va au musée sans vraiment avoir envie d'aller au musée, quoi, on va avoir un vieux truc et tout machin. Et en fait, il y avait une espèce de double suspense, il y avait un truc un peu méta quand on regardait le film, qui était, mais est-ce que ça va marcher cette histoire? Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout? Et donc il y avait une espèce de double satisfaction de l'histoire qui était racontée, du format et tout ça, le film lui-même, et l'expérience de spectateur en train de regarder un film nul. Donc cet effet de surprise-là fait que les gens, effectivement, à la sortie, en plus ça finit avec un numéro de danse et tout ça, hyper comment dire, avec de l'énergie, les gens étaient extrêmement contents. Donc nous, c'est vrai que quand vous amenez un film, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, des actrices, des réalisateurs qui disaient, en festival, mais tu as tellement de la chance d'être le film qui fait plaisir, d'amener de la joie aux gens. Parce que, notamment, par exemple, je me souviens de Tilda Swinton, cette année-là, elle avait We Need to Talk About Kevin. Ok, donc c'est elle qui m'a dit, putain, comment je t'envie de moi, ce que j'amène et tout, parce que eux, après, se tapaient les Q&A et tout ça. Donc, c'est violent. Et c'est vrai que dans les festivals, quand vous mais ça c'est le principe du festival, quoi. Hein, où il y a une concentration, il faut être le film qui passe au bon moment, où il y a des films de sas comme ça. En général, les gens dans les festivals, et des gens sans doute qui ont beaucoup de talent, qui ont beaucoup réfléchi, etc., sont des gens qui sont très ouverts sur... Il n'y a aucune causticité dans ce que je dis.
sur les souffrances du monde en général, et c'est un vrai sujet qui est généralement abordé, beaucoup plus que des historiettes d'amour, des trucs qui ont évidemment un aspect léger incontournable. Donc des films comme ça, Coup de foudre à Notting Hill ou les Adam Sandler, ne vont pas dans les festivals. Mais quand vous avez un film qui, pour une raison ou une autre, force la porte et arrive à rentrer dans les festivals avec ça, c'est vrai que c'est un peu le chouchou, quoi. C'est un peu le chouchou. Mais c'est une vraie question, je trouve, dans le cinéma français, en particulier, la question du statut de la comédie, de toute façon, en général, des réalisateurs comme nous, comme Salvadori, tous des réalisateurs qui ont vraiment embrassé le genre comédie et qui ont vraiment des références très fortes aussi en comédie américaine, Beach, Wilder, c'est ancré. Ou Blake Edwards, et c'est vrai que quand on voit ça, moi je revoyais les comédies italiennes, et où c'est vraiment du cinéma, c'est absolument débile de le dire comme ça, mais il y a vraiment un vrai langage, et c'est vrai que c'est un peu boudé, je sais pas, mais les festivals les accueillent peut-être moins, je sais pas. Oui, après il y a des vieux fonds un peu de clichés ou de chapelles, etc., qui fait que la comédie, c'est du cinéma d'exploitation, qu'on oppose un peu facilement, parce qu'on a toujours le cerveau un peu binaire, du cinéma plus artistique, ou de festival, etc. Après, le fait est que il y a des grandes pages de l'histoire du cinéma qui ont été écrites de manière drôle. Enfin, la comédie italienne, la comédie américaine, Howard Hawks, Billy Wilder, Lubitsch, Rizzi, Scola, enfin je veux dire, c'est des très très grands raconteurs d'histoire. Donc voilà. Après, honnêtement, c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Oui, mais vous dans votre filmographie, vous essayez, si on continue, il y a eu The Search, qui est une bonne comédie. Mais que j'ai vu, que j'avais pas vu, que j'ai vu pour préparer la rencontre. En plus, ça résonne avec l'actualité du moment. Le film est ambitieux. Le film est ambitieux dans le côté film choral. Et c'est curieux parce que Requiem pour un massacre m'est revenu. Vous aviez ça en tête, le film de Klimov, ou pas du tout Un tout petit peu, mais c'est un chef-d'œuvre absolu. Voilà, le film. Mais c'est dans l'absurdité, dans le surréalisme un peu. Et encore, j'avais tourné toute une séquence qui était beaucoup plus, avec cet aspect poético, absurdo, surréalistico de la guerre, quoi, et halluciné, le côté totalement halluciné, et que j'ai viré du film. Mais oui, ça fait partie. Moi, cette partie-là, je trouve le film ambitieux, et puis le film choral, dans ce cadre-là, je trouve qu'il est compliqué à tenir, parce qu'il faut arriver à accrocher le spectateur. Et c'est vrai que c'est dur de suivre, c'est dur de supporter, quoi. En fait, toutes ces histoires, toutes ces misères, il n'y en a pas une qui rattrape l'autre. Et ça n'a pas trouvé son public, non. Mais c'est venu juste après The Artist, où vous aviez un peu carte blanche et vous pouviez faire ce que vous vouliez. Et vous êtes orienté vers ce film-là, vers la Tchétchénie, c'était quelque chose qui venait à cœur. Oui, c'était pas un calcul pour le coup. C'est pas un calcul. En fait, pareil, chronologiquement, après les deux OSS, j'avais un peu la main, quoi. C'est-à-dire, vous claquez 2 succès de suite, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc j'avais soit... et c'est vrai que j'avais fait avant, avec Raphaël Glucksmann, un documentaire sur le Rwanda. Par le père de Raphaël, André Glucksmann, j'avais rencontré pas mal de Tchétchènes, etc. Et j'étais sensibilisé à cette histoire-là, qui était arrivée à un pays entier. Et j'avais envie de faire un film. Et alors, j'ai un peu hésité, Rwanda, Tchétchénie et tout ça. Puis on avait quand même fait un film sur le Rwanda, un film de documentaire. Et la Tchétchénie, il n'y a vraiment rien, mais rien du tout. C'est absolument pas... et fantasme total autour des Tchétchènes, tous des terroristes, etc. Et donc une histoire qui n'est pas racontée. Et une histoire qui n'est pas racontée, elle n'existe pas. Exactement. Et du coup, tous ces gens-là étaient un peu dans un pli de l'histoire, etc. Donc après OSS, j'ai hésité entre un film muet, qui est une entreprise totalement débile, et un film sur la Tchétchénie, qui en est une autre. Mais vu le succès totalement dingue de The Artist, j'avais 1000 fois la main. C'est-à-dire que là, et donc j'ai pu faire un film cher, avec
comme vedette quand même des... Annette Bening qui Ouais, non, pas comme vedette, elle fait un second rôle. Les vedettes, c'est vraiment des Tchétchènes et des Russes, quoi. Ah oui, d'accord. Non, c'est ça que je veux dire. Oui, d'accord. Oui. Elle fait un... Oui, elle a un Bérénice, oui, oui, elle a un quatrième oui, rôle, oui, cinquième rôle, Annette Bening. Mais parce qu'en fait, bon, ça faisait un peu partie aussi du truc de se dire tous ces films-là sur des pays un peu qu'on subit des trucs sont toujours compliqués à faire, un peu chers. Pour les faire, il faut toujours qu'il y ait une vedette occidentale, et donc c'est toujours vu d'un point de vue d'un occidental qui nous amène, etc. Ouais. Là, j'ai réduit beaucoup le point de vue occidental, et j'en ai fait un personnage complètement comment dire, impuissant, enfin, Oui. pas très intéressant. Je veux dire, ce qui lui arrive voilà. Et du coup, je voulais vraiment que l'histoire tchétchène, ce soit l'histoire des Tchétchènes. Et ça, je pense que je ne pouvais le faire qu'après les artistes. C'était impossible de le faire. Donc, oui, mais moi, après, j'ai pas le fantasme absolu du cinéma, enfin, d'aller faire des films à Hollywood. Donc, on m'a proposé plein de trucs, etc. Mais c'est vrai qu'ayant la possibilité de faire ce film-là, il se disait, bon, il a pris un personnage ultra rassos, ça a fait des succès. Il a pris un film muet, ça a fait un succès. Va savoir. Va savoir ce qui va se passer. Bon, là, on s'est planté, mais c'est pas grave. Moi, je suis vraiment, là encore, je suis très, très heureux. Le film est illégal et tout ce qu'on veut, etc. Mais je suis très... Quand vous le revoyez, vous dites, bah, non, vous ne le revoyez pas. Non. D'accord. Non, mais ça coupe un peu la question très vite. Mais non, mais je comprends. Mais par contre, j'ai revu il n'y a pas longtemps les OSS, parce que nos enfants donc les avaient pas vus et ils nous tannaient pour les voir. Ouais, et donc on les a vus, enfin on les a revus. Il n'y a pas longtemps, et j'ai trouvé que c'était assez bien. J'ai trouvé que c'était assez cool. Ouais. Mais qu'est-ce que ça fait d'avoir... Je suis pas le seul, ça va. Non, mais on connaît les répliques par cœur, mais il y a quand même... ça rentre un peu presque dans le patrimoine, quoi, ou dans... Je sais pas, qu'est-ce que ça vous fait? Vous en tirez, je sais pas, une sorte de gratitude, vous dites j'ai bien réussi mon coup, ou... je suis hyper content, ça vous apaise. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on le revoit et on rit. Moi, c'est ce que j'apprécie dans vos films, c'est que je ris à chaque fois, quoi. Je ris souvent à chaque fois, au même endroit, et avec grand plaisir, quoi. Donc c'est que ça fonctionne. Moi, il y a un truc qui me plaît vachement, c'est quand je vois donc, j'ai 55 ans, je sais que je ne les fais pas, mais j'ai 55 ans. Et donc, pendant très longtemps, j'ai commencé à bosser il y a 35 ans, j'étais le plus jeune sur les plateaux. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais le plus jeune. Après, je pensais, bon, maintenant, en fait, c'est pas que je suis le plus vieux, mais je bosse avec des gamins, quoi, qui ont 25 ans et tout ça. Et en fait, ils sont fans de OSS, et des stagiaires, tout ça, etc. Et en fait, le truc qui me fait hyper plaisir, c'est qu'ils disent qu'ils l'ont vu, grosso modo, quand c'est sorti, emmené par leur père, leur oncle et tout ça, qu'ils ont adoré, et qu'en fait, qu'ils l'ont vu plein de fois, et qu'en fait, leur regard s'est totalement transformé. C'est-à-dire que et moi, j'étais le premier surpris de voir que des enfants de 8 ans aimaient OSS, parce que pour moi, c'était un film plus sophistiqué que ça. Et Jean-Loup Dabadi m'a expliqué pourquoi, et j'ai trouvé, et c'est une des rares personnes qui m'a dit un truc vraiment intéressant, sur le film. Mais en gros, donc je dis, c'est dingue que des enfants de 8 ans apprécient une film, mais c'est hyper normal. Ton personnage ne comprend absolument rien à ce qui se passe. C'est-à-dire que toute l'histoire lui passe, indépendamment de sa volonté. Et en fait, c'est exactement la fonction sociale de l'enfant. Il ne comprend rien. Les adultes décident, ils suivent. Donc en fait, l'identification marche à mort, et tout ce qui est grosse connerie, évidemment, il adore. Et donc moi, j'aime beaucoup l'idée qu'on puisse revoir mes films. Ouais. J'aime beaucoup l'idée de mettre plusieurs strates. Ouais. Et alors, c'est une question déjà. Préparez vos questions. On va passer le micro, évidemment. Mais pour répondre, excusez-moi, je suis un peu trop noir peut-être, mais ce truc de se dire ça vous fait quoi, c'est beaucoup plus. Enfin, d'abord, le film dont on parle le plus, c'est La Classe américaine. C'est pas. Non, mais c'est pas OSS, certainement pas The Artist, certainement pas Le Prince oublié non plus, mais dans tous les cas, non, mais c'est le film dont on me parle le plus, et en fait, c'est des films qui ne vont pas, OSS ou La Classe américaine, qui ne vont pas dans les comment
dire, dans les festivals, qui n'ont pas de reconnaissance, tout ce que vous voulez, mais ils ont un truc de comédie populaire qui est quand même ce qu'il y a de... Enfin, comédie ou pas, mais faire des films populaires, c'est quand même ce qu'il y a de plus... Enfin, c'est l'essence du cinéma. C'est vraiment le truc recherché. Et même quand je fais un film sur Godard, qui est un sujet, pardon de le dire ici, mais qui est un sujet chiant pour plein de gens, j'essaye d'en faire un film populaire, avec un sujet chiant, mais qui en vrai est pas chiant. En vrai, il est passionnant, mais il y a un truc voilà, qui laisse les gens comment dire, dehors, quoi. Déjà, qu'on ne soit pas les seuls à échanger. Des questions déjà. Si on a, vous intimidez tout le monde. Non, parce que je fais des réponses beaucoup trop longues. Donc... Non, non, j'aimais bien ce que vous disiez dans une émission de radio où le journaliste relevait le fait que vous faisiez des films très éclectiques et que vous changiez de genre à chaque fois, et en même temps, à la fin de l'émission, vous releviez le fait que vous dépeigniez toujours des personnages qui étaient décalés par rapport à leur temps. Et je trouvais ça très, très touchant. Des personnages qui sont soit en retard, soit en général, oui, en retard par rapport à leur époque et leur temps. Et c'est ce qui traversait un peu toutes vos filmographies. Et je sais pas, ça donnait, je trouve que, en effet, ça donnait une touche très, je sais pas si c'était mélancolique, mais il y avait quelque chose comme ça de très attachant. Mais c'est pareil, je m'en suis rendu compte en fait. Parce qu'on regarde OSS, du jardin d'OSS, de Randy Artist, le Redoutable, même le Prince oublié. Oui, quelque part, oui. Mais oui, c'est un vrai thème. C'est un vrai thème. L'histoire de The Artist, elle n'est pas en gros très intéressante, enfin, dans le sens elle n'est pas très sophistiquée, vous ne pouvez pas aller très très loin dans la psychologie des personnages quand vous êtes, c'est assez binaire, enfin, vous pouvez ouvrir des portes et faire des choses qui ont une connotation un peu poétique, mais vous ne pouvez pas aller très loin. En revanche, je pense que ce thème-là, je pense que c'est un thème qui est très actuel, c'est-à-dire que pendant très 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 longtemps dans l'histoire de l'humanité, les gens naissaient et mouraient dans le même monde. Aujourd'hui, depuis 150 ans, c'est fini et à une vitesse dingue. Oui, ça va en s'accélérant. Ça va en s'accélérant. Donc c'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Je pense que le monde aille plus vite que l'être humain. Je crois que c'est angoissant. En tout cas, j'ai réfléchi un peu après ça, mais je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était quand même s'il y avait un thème, et moi je ne me considère pas comme ayant un message, hein, pas du tout. Je suis plus sur la manière. Il n'y a pas de message, mais il y a une vraie... Vous racontez toujours des histoires, oui, voilà, mais ce thème-là m'a échappé. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivé en disant il faut vraiment que je parle de cette histoire du temps qui va trop vite et tout ça. Pas du tout. J'ai été vers des histoires qui me plaisaient, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est quand même toujours des mecs qui ont l'angoisse, donc sans doute moi, mais qui ont l'angoisse que de se faire larguer par leur époque, quoi, de se faire déposer. Et donc voilà, mais je m'en suis rendu compte tard, c'était pas du tout Ou même la classe américaine, Grand Détournement. Moi, quand je voyais ça, je découvrais ça parce que c'est ma génération sur Canal. Et qu'aujourd'hui, ça se fait. C'est quelque chose qui est totalement généralisé. Mais je sais pas, à l'époque, on était dans un bain de cinéphilie, dans un bain de déconne. Je sais pas, il y avait quelque chose, il y avait une vraie fraîcheur comme ça. Canal, c'était ces années-là. Pour moi. Et vous êtes un peu, pas un enfant, mais voilà, de cette génération. Et c'est vrai que, je ne sais pas trop ce qui sont sur les réseaux, mais apparemment aujourd'hui, c'est quelque chose qui complètement, ces détournements-là, c'est rentré dans la... Oui, complètement, mais à l'époque, effectivement, il n'y avait pas Internet, c'était compliqué de faire des films, c'était compliqué, il fallait du vrai matériel, il n'y avait pas de téléphone portable, filmer, c'était un acte lourd, quoi. Donc, tout ça a beaucoup changé. Tout va bien? Oui. Bonsoir. Alors j'ai vu le film coupé il y a à peu près 3 semaines. Alors c'est un petit peu difficile, mais je l'ai regardé dans des conditions qui ne doivent pas vous faire plaisir. Je l'ai vu dans l'avion.
Donc sur un tout petit... en Corée. Non mais c'était un tout petit écran et évidemment le son n'est pas exceptionnel dans l'avion. Mais on était 4 à l'avoir vu, parce qu'on était 4 amis à le regarder. Et c'est drôle parce qu'on l'a pas mis en même temps, donc on rigolait pas au même moment. Et je pense que ça devait être drôle pour les gens qui étaient à côté de nous. Et pour ce film, j'avais rien vu du tout, je ne savais pas de quoi ça parlait. Très bonne condition pour le voir. Ouais, voilà. Et ça m'a rappelé un film que moi j'aimais beaucoup il y a longtemps qui s'appelait ça tourne à Manhattan, avec James Legros et Steve Buscemi. Et les premières 20 minutes, en fait, il faut vraiment c'est pas s'accrocher, mais si on n'a jamais ni lu ni regardé d'extrait de quoi ça parle, les 20 premières minutes sont sur un tournage et en effet les comédiens ils jouent pas très bien. Donc c'est un film, un tournage de film. C'est un film d'un tournage de film, pardon. Et je sais pas si vous vous êtes fait la réflexion que c'était quelque part se mettre des bâtons dans les roues pour que les 20 premières minutes, les gens aillent au plus loin des 20 premières minutes, pardon. Parce que on s'est fait la même réflexion les 4 amis, qu'il fallait s'accrocher parce qu'après, moi j'ai vraiment adoré ce film. Mais peut-être que des fallait gens... dire tout de suite. Déjà. Oui. Là, j'étais avec vous dans l'avion. Non, mais parce que je me dis que des gens lambda qui vont au cinéma peuvent... Enfin, moi, rarement, je me barre d'un film, mais... Surtout dans un avion. Surtout dans un avion. Donc voilà, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont fait la même réflexion? Est-ce que vous avez dit, c'est vrai que là... Ouais. Non, mais ça a été un gros problème de marketing. En fait, c'est un problème de vente et je pense qu'on n'a pas extrêmement. Enfin, c'était compliqué parce que moi je voulais quand même garder un peu la surprise pour les gens parce que je me disais c'est quand même cool d'avoir la surprise parce que si on est au courant de tout, bon, ça peut. Mais en faisant la surprise. C'est pour la bande-annonce d'ailleurs parce qu'il n'y a pas la suite. Ouais, exactement. Mais du coup, en gardant cette surprise-là, on a pris ce risque-là. Effectivement, si vous allez sur Allociné, lire les commentaires et tout ça, il y a énormément de très mauvaises notes à base de je me suis barré au bout de 20 minutes, c'est regardable, avec des gens extrêmement en colère que je comprends, que je suis d'accord avec eux parce que mais comment une merde pareil pour faire l'ouverture de Cannes, mais c'est un truc tellement sur le cinéma français et je suis merde et tout. Bon, je vais pas leur répondre mais donc voilà. En fait, oui, c'est un problème de vente, c'est pas un problème de film. Parce que vous êtes très fidèle au remake en fait. Là. Très fidèle. L'original, pas le remake. Oui, bien sûr. Non, très fidèle. Moi, j'ai gardé tout ce qui me plaisait dans le film. Et oui, c'est un. Oui, il y a des gens qui sont partis, il y en a plein, ouais. Mais d'ailleurs, il y a un peu. C'est d'autant plus jouissif quand on va jusqu'au bout du film, vraiment. Alors ça, je suis tout à fait d'accord parce que je trouve que ça fait... Enfin, pour moi, c'est vraiment l'expérience de la bienveillance. C'est-à-dire que vous commencez en étant nécessairement ultra critique, juge, en disant « Putain, mais le mec a... » En plus, moi, comme j'ai fait des pastiches, interprétés par Audi, tout ce qu'on veut, etc., les mecs se disent il a totalement perdu la main. Le mec, il a eu un AVC, les acteurs sont pires que tout, enfin, c'est foireux, leur truc est foireux. Il n'y a pas de gag, parce que j'ai mis pratiquement aucun gag dans cette première partie. Donc on est forcément très critique. Et quand on se met à comprendre, et quand machin, etc., et qu'on épouse les personnages qu'on a vu jouer, qu'on a jugés, on se dit, mais putain, ils ont quand même plein de problèmes, enfin les pauvres, etc. Et qu'en fait on est en empathie avec eux, et à la fin on se dit, putain, mais ils l'ont fait, quoi. Et on est content pour eux. On est à l'inverse de celui qu'on était au début du film. Donc le trajet de spectateur, je le trouve vraiment intéressant, enfin, et très satisfaisant. Et je trouve que c'est effectivement c'est important la satisfaction, le moment de la satisfaction dans un film à la fin. Et celui-là, je le trouve, voilà, en plus l'image qui est dans l'original, l'image de la pyramide, c'est assez joli, ça raconte bien tout ça. Voilà. Après, le problème le film, en fait, moi, c'est plus le film qui m'intéresse que, de toute façon. Il n'y a plus beaucoup de gens qui vont au cinéma, donc bon. C'est pas totalement vrai. Non, c'est pas totalement vrai, mais c'est quand même un peu la tendance. Oui, il y a
Il y a un vrai régal, moi je renchéris là, mais c'est vrai qu'au début j'avais rien lu, donc j'y suis allé, mais ça a été pas une torture, mais presque. Je me suis dit, mais c'est pas possible pendant une demi-heure. Et après, bah, ça a été un plaisir fou, quoi, jusqu'à la fin, et je trouve que le film est généreux, il est sincère et généreux, ce qu'il raconte, j'ai adoré. Et surtout moi, dans mon trajet de spectateur, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on colmate quand on est spectateur? C'est-à-dire qu'on met de la logique là où il n'y en a pas, on se dit, ah oui, ça, mais comment on se refait le film, quoi. Et en fait, on est complètement démasqué, mais de manière totalement consentante et heureuse, quoi. Et on s'enlève une... Mais c'est génial, mais c'est marrant, tout ce qu'on permet dans un film, on dit, ouais, non, ça c'est incohérent, mais on met de la cohérence partout pour pouvoir suivre, parce que sinon, si on... Voilà. Non, en plus, le film l'original est très bien fait, parce que c'est comme même le film dans le film raconte lui-même un film. Donc en fait, il y a quand même, il y a à un moment donné une espèce de vertige qui se fait où on ne sait plus du tout, on se dit non mais le film dans le film dans le film. Et quand on le tournait, c'était un vrai bordel, parce que c'était, de qui on parle, dans quel niveau de fiction on est, quoi. Ce dont je veux parler, c'est quand même, je trouve, alors j'ai vu Japonais qui est très bon, mais je trouve que dans votre film, les comédiens sont très bons. Je trouve à un très bon niveau de jeu, quoi. C'est déjà. Oui, non, mais c'est pas seulement regarder, faire une histoire avec les sous-titres. Mais oui, alors il y a peut-être quelque chose culturellement, tout ça, mais ce qu'il y a, c'est que je trouve qu'ils sont à un très bon niveau de jeu de comédie entre eux, tous. C'est-à-dire même Bérénice, Béjo, Finnegan, tous, ils sont, je trouve, Craig Gadebois, ils sont tous bons. Comment est-ce que vous avez travaillé avec eux? Alors pour la première, moi, pour faire un plan séquence de 32 minutes, c'est compliqué parce que... et surtout un plan séquence qui doit être mauvais, c'est-à-dire que parce qu'on a tendance à vouloir tout de suite arranger le coup, et en fait c'est pas que c'est simple, mais c'est quand il se passe rien, c'est facile de dire les gars là en fait on va virer, on va accélérer, on va passer au truc et rendre l'histoire intelligible et tout ça. C'est quand même la base de notre boulot, mais là il fallait faire le contraire, laisser des gros espaces, etc. Réfléchir à ce qui va se passer là-bas, comment tu joues ça, pourquoi tu joues ça, etc. Donc il y avait quand même un gros boulot pas si évident. Donc il y a 5 semaines de répétition avec les 7 acteurs qui sont dans le plan séquence. Et c'est vrai que d'avoir eu cette, ces 5 semaines de répétition dans le décor, avec des acteurs qui venaient, on était à, je sais pas, 50 bandes de Paris, donc que ce soit Duris, Bérénice ou Gadebois, qui sont des acteurs un peu plus capés que les autres. Oui, parce qu'il y avait des générations aussi. Complètement, et ça c'était hyper agréable. Mais c'est vrai qu'ils venaient, c'est la journée-là, des fois ils ne répétaient que, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, un morceau de truc, où ils venaient, ils étaient dans le fond, etc. Mais comme il fallait chorégraphier le jeu des acteurs, mais les positions de caméra, prendre en compte qu'il y avait des corps de métier derrière, des cascades à régler, des effets spéciaux, du sang, tout un bordel. Donc c'est vrai que ces 5 semaines-là, elles ont comme... C'est assez rare d'avoir 5 semaines, 7 acteurs tout le temps en répétition sur un film. Et je pense que ça a quand même créé un esprit de troupe qui fait que tous les autres acteurs, quand ils ont intégré, que ce soit Lies Salem ou que ce soit ma fille qui joue dedans, Jean-Pascal Zadi, etc., ils sont venus, il y avait un truc, et ils se sont tous intégrés et fondus là-dedans. Et voilà. Et c'est vrai que moi aussi, ce qui m'a beaucoup plu, et c'est très très difficile Enfin, j'avais un peu peur de comment essayer de reproduire ça, pas de manière artificielle, c'est l'énergie du premier film qu'il y a dans l'original. C'est-à-dire qu'il y a il y a une urgence. Ouais, il y a une énergie qui est propre. Et voilà. Donc je voulais un peu, j'ai essayé je voulais qu'on soit un peu dans ce truc-là. Et ça, pour les comédiens, Et comment vous êtes, vous, avec les comédiens? Vous êtes un directeur d'acteur, quoi, bienveillant, encourageant, sévère, cassant, distant, je sais pas. Comment vous êtes? Le grand frère, le super copain Non, d'abord, tous les acteurs sont pas pareils. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs... La caricature de Finnegan, par exemple, cette star chiante qui est tournée avec l'art. La caricature... Je crois que c'est même pas une caricature. Non, mais c'est des morceaux de plein de... On veut des noms. De plein de genres, mais... Jean Dujardin n'est pas comme ça.
Non, mais personne n'est comme ça. Après, il y a des manières de penser à des moments, il y a des petits trucs. En fait, il faut savoir que sur un plateau, on est ridicule. Enfin, je ne sais pas si vous avez été sur des plateaux, etc. On est ridicule, de fait. On est dérisoire. Mais c'est vous qui avez ce regard-là. C'est vous qui avez ce regard-là aussi. Mais non, n'importe qui. Non, c'est pas. Moi, j'en ai peut-être un peu plus conscience que d'autres, peut-être. Mais si vous êtes un regard extérieur sur, c'est totalement ridicule. Dans le sens où. Mais c'est très beau, hein. Quand je dis c'est ridicule, c'est aussi la beauté, c'est ce qui est un peu raconté dans le film, c'est-à-dire toute cette énergie, cette folie, ces enjeux qu'on se met pour raconter des histoires et tout ce qu'on se raconte comme histoire, il y a un côté un petit peu dérisoire. Ouais, oui. Donc des fois... Dérisoire plus que ridicule. Ça dépend, ça dépend des fois. Mais non, moi j'essaie de... Mais en fait, d'abord, premièrement, les acteurs ne sont pas tous pareils. Romain Duris, c'est très clairement un chat, quoi. Très difficile de s'approcher. Par contre, après, il vous rogne sur les genoux, mais c'est vraiment un chat, quoi. Il y en a l'autre, c'est des gros déconneurs, machin. Donc il y a un peu de tout. Moi, je m'adapte. Mon boulot est qu'il soit au mieux dans l'idée d'un personnage sur lequel il faut qu'on se mette d'accord. Parce que moi, je suis le garant de l'ensemble, de la cohérence de la dramaturgie, pour employer un gros mot, mais tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut, quoi. Donc voilà. Et les acteurs se font des passes entre eux, il y a un truc d'équipe, quoi. C'est-à-dire, il faut que tu joues comme ça pour qu'elle puisse, que sa réplique ait du sens. Donc voilà. Après, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au début d'un tournage, on cherche un peu les personnages. C'est-à-dire, moi j'ai écrit de mon côté, eux ils arrivent à qui ils sont, ce qu'ils ont réfléchi, et puis chacun vient avec son truc. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs forces qui viennent voilà. Donc, on tourne un peu, et au bout d'un moment, en règle générale, quand même, le personnage est trouvé, et à ce moment-là, c'est un peu plus simple. Mais je peux être complètement... Vous êtes un peu un anti-Piala, quoi. Vous n'avez pas... Ah ouais, non, par contre, non, là-dessus, sur le côté humain, non, pas du tout dans le conflit. Non, je suis plutôt dans le truc... Garel, il m'a dit, il y a deux genres, il y a lui, il y a les tyrans et les séducteurs. Alors, il m'a pas dit où j'étais, mais il doit que les deux. Mais non, en fait, je suis pas du tout tyran. Par contre, je peux faire pas, mais au final, c'est de les faire répéter, quoi. Au milieu d'une phrase, je lui dis non, mais dis-le comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Puis je redis jusqu'à ce que j'ai la bonne musique. Mais ça peut être très chiant pour un acteur. Et par exemple, quand on raconte ça de Francis Weber, c'est toujours, il faut faire absolument sa musique et tout. Mais je le comprends parce que, surtout en comédie, vous mettez il y a une phrase comme ça qui est genre, moi je dois de l'argent à Simon, par exemple. Si vous dites, moi je dois de l'argent à Simon, c'est pas du tout pareil que si vous dites, moi je dois de l'argent à Simon. Moi je dois de l'argent à Simon. Et en fait, et ça marche sur tous les mots, vous allez mettre l'accent sur un mot et vous changez complètement le sens de la phrase. Et un acteur, des fois, il n'a pas. Des fois, c'est super, et des fois, il y a des phrases qui ne nécessitent pas ça. Mais des fois, il y a des phrases, elles nécessitent absolument une certaine musique. Et si l'acteur n'a pas votre connaissance ou votre manière d'appréhender la langue française, ça ne marche pas. Mais il y a des trucs qui sont extrêmement précis. Donc moi, je vais plutôt dans je peux être très très chiant sur des trucs de précision. Mais alors, ce qui peut être compliqué aussi dans le genre comédie, entre guillemets, c'est que l'acteur veuille vouloir faire rire, quoi. Ouais, c'est vrai. Qui veuille prendre à son compte le côté comédie, quoi. Ouais. Genre, voilà, j'essaye de... je sais pas, c'est quand même l'attente, c'est un piège, mais ça, je pense que vous êtes... Par exemple, l'exemple c'est du Jardin. Ouais. Comment il peut en faire, mais pas trop en faire, ou quand il en fait trop, mais comment trouver le bon... Alors, du Jardin, on a toujours bossé, on faisait toujours... comment dire, d'abord, les OSS sont ultra écrits musicalement, enfin, les phrases sont très très écrites, et lui, c'est un énorme bosseur, c'est qu'il faisait vraiment... C'est le seul acteur que j'ai vu faire, par exemple, répéter des phrases qu'on avait tournées la veille, ce qui vraiment ne sert absolument à rien, mais en fait il faisait vraiment des gammes, quoi. C'est-à-dire il faisait des gammes parce que donc comme un pianiste, quoi. Et au début on s'était mis d'accord sur les voix françaises de doublage.
notamment la voix de Clint Eastwood, la voix de Sean Connery, etc. Donc on avait un peu notre code comme ça, où je disais plus Sean, moins Sean. Donc on parlait comme ça, et donc il poussait, il en faisait moins, etc. Donc on avait une espèce de truc, et sur pas toutes les scènes, mais sur beaucoup de scènes, je poussais jusqu'à aller trop loin en fait. On faisait, au bout d'un moment, il connaissait tellement, si vous voulez, le deuxième, on l'a écrit, enfin j'ai écrit, j'avais la musique de Jean, j'avais la voix de Jean, ça venait beaucoup plus simplement. Au début, il a fallu un peu trouver le personnage, mais une fois qu'on l'avait, OSS, c'est vraiment la rencontre de plein de gens. Mais moi, j'ai assisté à la rencontre d'un acteur et d'un personnage, c'était d'une évidence crasse, quoi. Et donc, quand vous avez ça, bon, c'est beaucoup plus simple, mais du coup, on était assez vite, juste, au bout de quelques prises, et j'ai toujours poussé en disant, de toute façon, si c'est pas bien, et là, je demande aux acteurs de me faire confiance, ce ne sera pas dans le film, mais allons plus loin, allons trop loin, parce que, moi, il y a une phrase de Reed, je crois, ou c'est ou Reed ou Topor, qui disent, c'est bien, à des moments, d'enculer le chat. Non mais c'est vrai que c'est assez cool d'avoir du mauvais goût à un moment donné et d'avoir, si vous êtes trop sage tout le temps, il manque quand même un petit truc. Donc nous on enculait régulièrement le chat. Non, et à la fois il reste dans le film, mais en tout cas c'est bien d'avoir la possibilité de faire déraper une scène à un moment. Et moi je considère de toute façon que sur le plateau, moi je me considère vraiment, je suis aussi scénariste de mes films, mais réalisateur-monteur, dans le sens où le plateau, pour moi, est l'endroit où je fabrique la matière première du film que je vais reconstruire après au montage. Et donc, j'essaie d'avoir, non pas tout le temps, indéfiniment la même prise jusqu'à ce qu'elle soit parfaite, mais au contraire, plein de choses. Des fois, ça se sent, d'ailleurs, dans les OSS, je sentais à un moment donné des coupes un peu où j'étais un peu dur, justement, pour l'effet. Mais en tout cas, c'est la conséquence de cette méthode de travail, quoi. Par rapport à... J'aurais un deux... non. Oui, pardon. Excuse-moi. On fait la même chose. Par rapport au fait, vous parliez tout à l'heure des OSS 117 qui vous donnent un grand plaisir dans le sens où c'est devenu des films très populaires, plus que primés, du coup. Et j'imagine que c'est ce qui portait votre envie de ce remake de Ne coupez pas pour faire votre film. Est-ce que vous avez déjà eu d'autres envies, bien avant ça, de faire un remake de film qui n'est pas du tout connu, que vous n'aviez pas osé ou c'était peut-être pas le cas? Et, je profite pour glisser une autre question, est-ce que vous auriez envie de faire un remake d'un film qui est déjà populaire pour en apporter quelque chose avec votre patte de réalisation? Un film qui est déjà populaire, je sais pas. En fait, j'avais pas envie de faire. L'histoire du film, c'est pas j'ai eu envie de faire un remake. En fait, l'histoire du film, c'est que pendant le confinement, je bossais moi, parce que j'avais depuis longtemps envie de faire une comédie de tournage. Parce que malgré tout, j'ai quand même vu pas mal de spécimens, de situations que je trouve très marrantes, de trucs que je trouve drôles. C'est une espèce de micro-société avec des modes de fonctionnement assez exemplaires, je trouve, sur la subordination, les rapports hommes-femmes, le stress, etc. Donc ce sujet-là me plaisait. Et dans le truc que j'avais raconté, qui était beaucoup moins intéressant que l'original du coupé, mais il y avait une histoire autour d'un plan séquence qui était plutôt la résolution du film. Et c'est en parlant avec Vincent Maraval, il m'a dit, mais si tu bosses là-dessus, vois ça, je viens de prendre les droits de remake. Donc si vous voulez, le truc est arrivé par hasard. Et j'ai trouvé l'idée tellement bonne que j'ai dit, non mais ok, j'y vais direct, je gagne plein de temps et je vais me marrer. La question du remake, alors The Search était un remake aussi, un remake d'un film de Fred Zinman qui est sans doute pas son meilleur, quoique moi j'aime beaucoup le film, mais il n'a pas non plus, qui s'appelle Les Anges Marqués, qui est le premier film de Montgomery Clift, pour l'anecdote, et voilà, mais c'est un remake qui est très très loin, c'est-à-dire que en fait, je ne savais pas comment parler de la Tchétchénie, le sujet, le thème m'intéressait, je ne savais pas trop comment en parler, et en voyant ce film-là, alors c'est un film ça fait partie des films de ruine un peu juste après-guerre, comme La Scandaleuse de Berlin, ou je sais pas, Un mec zéro. Oui, il y a plein de films qui ont été tournés dans des ruines, mais même Rome ville ouverte, etc. Et
Et donc, c'est un film qui doit dater de 46, je dirais, et il y a à la fois une volonté très documentaire et en même temps un truc très mélodramatique. Et j'aimais bien ce mélange. Je me suis dit, c'est pas mal ce truc. Donc j'ai essayé, c'est pour ça que je l'ai pris, avec honnêtement, c'est assez loin de l'original. Hein, mais voilà, pour être comme j'avais repris des éléments de construction, pour être tout à fait clean, on a acheté les droits. Mais à la limite, j'aurais pu ne pas les acheter. Mais j'ai pas une envie spéciale de remake ou pas de remake. Quoi, Bonsoir. J'avais une question, j'ai peut-être mal compris, mais vous avez dit tout à l'heure que vous avez une nouvelle idée du coup pour OSS 3 et que ça s'est pas fait. J'aurais bien aimé savoir ce que c'était. Ouais, bah t'as mal compris. J'ai mal compris totalement. Non. Hein, mais bien tenté, mais hyper marrant en plus. Mais mort de rire le truc. Non, mais c'était plus un thème. Mais, non, là c'était. On passe un extrait de coupé, juste le début, okay. Qui 5 minutes, et puis après on parle des musiques de films. Je vous ai noté. Ah. Mais c'est plus cool de le revoir. Enfin, je trouve que c'est assez cool de le revoir parce que toute la première partie qui vous laisse vraiment, comment dire, très circonspect la première fois, en fait, vous comprenez ce que les vrais acteurs sont en train de jouer. C'est assez cool. Et vous l'avez tourné en combien de fois On l'a tourné sur 4 jours et on a fait, je crois, on a été au bout de 13 ou 14 prises. Et la prise, on a fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, et c'est évidemment le jeudi après-midi que c'est sorti. Quoi. On a monté Mais il y a beaucoup d'intervenants, c'est compliqué à faire. Quoi. Donc, finalement, on a eu, je dirais, 2 jours de répétition dans les conditions donc filmées. Et après, on a commencé vraiment à avoir des résultats un peu bien les 2 derniers jours. Tout le monde a vu Coupé ou certains n'ont pas vu ou peut-être pas spoiler. Alors, je suis vraiment tout seul. je vous ai fait choisir, Michel, des DVD, une liste de DVD qui sont un peu en lien avec, pas forcément le film, mais bon, voilà, c'était les DVD du moment. On va peut-être pas tous les faire, mais moi j'aimerais bien que vous me disiez quelques mots sur certains. Genre, il y avait Un éléphant, ça compte énormément d'Yves Robert. Ouais, c'est un film, comment dire, c'est un film extrêmement réussi, d'ailleurs écrit par Dabadi qui dans le même temps écrivait les films de Claude Sautet. C'est des films un peu qui sont compliqués à faire parce que ça a été beaucoup de gens ont essayé de refaire ça. Ça tient sur le charme, la grâce de quelques acteurs, le bon moment pour tout le monde. C'est des films qui ont une apparente légèreté comme ça, mais qui racontent quand même pas mal de choses sur l'amitié, sur des moments de la vie d'hommes, sur leur époque. Sur un personnage encore décalé aussi. Jean Rochefort. Oui. Ah il est super décalé. Ouais. Mais très drôle, des films très drôles, des films qui ont beaucoup de charme. Et puis bon, moi on a eu à la maison quand j'étais gamin, j'ai eu un magnétoscope, alors c'était des cassettes, c'était du V2000, on avait, donc c'était des énormes cassettes comme ça. Et Rio Bravo et Un éléphant, ça trompait énormément, étaient des films qu'on regardait en boucle. Et voilà,
je connaissais un peu par cœur. Alors, Pour des raisons très très différentes. bah oui, voilà, c'est ça, Ouais. c'est pour ça. Dean Martin, John Wayne. Déjà, le western, c'est quand même un genre assez ultime. Il y a une espèce de... Alors, politiquement, le western, c'est pas ouf, mais en général. Mais cinématographiquement, il y a une espèce de quintessence, quoi, je trouve, comme ça, là-dedans, avec très peu de société, quoi. C'est-à-dire des êtres humains, c'est un peu le plus fort qui... Oui, mais Hawks, c'est quand même aussi la communauté. C'est des groupes aussi. Hawks. C'est vrai. Mais je veux dire, c'est beaucoup quand même, c'est des groupes, c'est de l'amitié, mais il y a quelque chose qui va à l'essentiel de l'humain, c'est ce que je veux dire, dans les westerns, je trouve. Et celui-là, il est, unité de temps, unité de lieu, il est assez dingue. C'est à mon avis le meilleur rôle de John Wayne, bien que ce soit l'acteur de John Ford, et c'est Hawks qui lui donne, je trouve, son meilleur rôle. Dean Martin est incroyable dans ce film, incroyable. Walter Brennan, qui est un acteur hyper hawksien, qui fait le même rôle dans plein de films. Non, mais puis là encore, c'est un film qui a un charme incroyable. Tout le monde a vu Rio Bravo, j'imagine. Non, pas tout le monde. Non, beaucoup de non. Non, il est hyper bien, Rio Bravo. Bon, je fais des sauts temporels et tout ça qui n'ont rien à voir. Pas du tout. De Broca, le magnifique, Belmondo. Le magnifique, c'est un... Sur l'écriture aussi, sur la création. Alors sur l'écriture, mais d'abord l'écriture de Weber. C'est un film écrit par Francis Weber. D'accord. Il y a une espèce de maestria d'écriture. Weber est quand même en comédie, je dis quand même, je ne veux pas dire quand même, en comédie, c'est un scénariste d'une qualité assez exceptionnelle. En idée, en loufoquerie, en structure, et comment il tient ses concepts, etc. Là, c'est un film concept, puisque vous connaissez le Magnifique, tout le monde, pratiquement. Voilà. Donc, film dans le film, on voit ce que le mec est en train d'écrire, enfin, disons fiction dans la fiction, mise en abîme comme ça. Belmondo, il est juste avant de devenir Bébel. Donc, il y a, oui, c'est juste avant. Pour moi, c'est un de ses derniers vraiment rôles où il n'est pas encore Bébel, mais il y a tout Bébel. Et il est un peu en auto-parodie, mais en même temps. Belle auto-parodie, oui, mais pas comme ça, parce qu'il en a pas fait. Il a fait des rôles. Il a fait des rôles très très divers. C'est un très grand acteur quand même. Et je sais pas pourquoi à chaque fois je dis quand même. Non, c'est un très grand acteur. Et donc voilà, film, je dis, très drôle, extrêmement bien écrit, bon, et qui nous a évidemment servi sur OSS, pas de manière directe, pas de manière si consciente que ça, mais je pense que beaucoup de réalisateurs de ma génération qui le disent ou non. Enfin moi, Belmondo m'a donné vraiment envie de faire du cinéma, pas sur la finalité des films, pas sur mais le chemin vers la fabrication des films. J'ai toujours regardé Belmondo, et je crois que je me souviens de mes parents se dire ils ont bien dû se marrer à faire ça, et en fait ça me semblait être un projet de vie absolument génial. Qu'on puisse se dire ils se sont bien marrés à faire ça, quoi. Et, ça c'est important pour vous. Oui, parce que c'est ma vie pour le coup. Mais la fabrication d'un film, c'est très important pour vous. Ouais. De passer, de cheminer avec des gens et puis de passer un bon moment aussi. Oui, alors passer un bon moment, c'est une notion qui est très délicate, c'est-à-dire la notion de plaisir, tout ça, c'est-à-dire le plaisir n'est pas forcément... non, mais vous trouvez par exemple, The Search n'était pas un bon moment. Moi, je veux dire, vraiment, c'était vraiment pas un bon moment. En revanche... Mais c'était un chemin. Exactement, c'est une expérience de vie absolument géniale. Je sais pas, j'ai vécu 8 mois en Géorgie, avec des Tchétchènes, avec l'impression ultra paranoïaque que j'allais me faire attraper par les Russes du jour au lendemain. C'est une vraie expérience de vie, quoi. C'est important, bien sûr. La mort aux trousses. La mort aux trousses, c'est le film parfait. C'est votre Hitchcock préféré? C'est peut-être celui que j'ai vu le plus de fois. Alors là, on pourrait parler des heures, mais en gros, d'abord, c'est sa meilleure période, je trouve, c'est la période de VistaVision, quoi. Et c'est des films qui sont d'une beauté plastique hallucinante, il y a une maîtrise de
l'art de raconter les histoires, je sais pas, il y a une virtuosité dans ce film. Quand il veut être drôle, il est excessivement drôle. Quand il veut, il appuie sur les boutons et ça part. On dirait un type qui est sur un pur sang, quoi. Et puis alors Cary Grant et Van Morrison. Ouais. Bah, la scène dans le train des deux, qui est bourrée de connotations sexuelles et démentes. Mais lui, il a une espèce de décontraction. C'est la coulerie à l'état pur. Non, ce film est vraiment. Non, et puis ce qui est toujours étonnant chez ces comédiens américains, c'est qu'ils savent tout faire. Je me rappelle dans un film de Hawks, il sait jongler, ils savent tout faire. Ouais. Il y a vraiment une école comme ça, et puis on sent la disponibilité physique, on sent dans le jeu aussi quelque chose que je trouve... je ne sais pas si on le retrouve autant dans le cinéma français, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, d'abord parce que d'abord la langue, on a une langue qui est très monocorde. Et c'est beaucoup plus simple de placer des intentions très marquées en américain ou en espagnol ou en italien qu'en français, qui est quand même... Dès que vous marquez un truc, je veux dire, vous pouvez pas dire amusant. Non mais ça ne veut rien dire, quoi. Et donc il y a déjà ça. Après, je pense que Hollywood étant quand même l'endroit du cinéma, il y a quand même une concentration de talent qui a été à Hollywood beaucoup plus que Brie-sur-Marne. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc il y a plus de garçons de café qui aspirent à être comédiens. Et puis il y a un sens du spectacle, il y a un sens de l'espace qui est très américain, qui n'est pas du tout français. Enfin, je veux dire, réellement, vous voyez. Le sens de l'action. Oui, mais même vraiment de la prise de l'espace, comment les Américains se tiennent dans la vraie vie. Mais vous regardez un show télé, comment se comportent les spectateurs d'un show télé américain et d'un show télé français, c'est pas du tout pareil. Mais les Italiens sont assez proches de ça. Je ne sais plus qui disait que tous les Italiens étaient comédiens, mais c'est vrai, il y a un sens de la comédie chez les Italiens qui est plus compliqué. Les Anglais aussi, de l'école anglaise, mais pour avoir bossé avec les Russes aussi, ouais, je trouve que c'est vrai qu'en France, on a des super acteurs, c'est pas mais la conception du jeu est un petit peu plus, je sais pas, peut-être bourgeoise, peut-être plus... Peut-être la sacralisation du texte aussi. Oui, on a un truc qui est très littéraire, on vient vraiment du livre, là où, effectivement, les Américains, ils sont un peu nés avec le cinéma, donc il y a un sens du visuel beaucoup plus fort. Alors, je rajoute un DVD là qu'on va recevoir, mais qu'on n'a pas encore, qui s'appelle Une vie difficile de Rizzi, que j'ai toujours pas vu, mais qui paraît avec Sordi et la Massari. Ce film est incroyable. Ah, mais c'est une bombe atomique. Enfin, moi, à chaque fois qu'on me demande de faire des projections, des trucs, de partager un film et tout, très souvent c'est le film que j'aime parce que. En deux mots, c'est le parcours d'un... En deux mots, c'est l'histoire d'un... Comme tous les films italiens, ça raconte l'Italie, et donc ça raconte l'homme italien, et c'est un type qui est... le film commence pendant la guerre, c'est un partisan, un résistant, mais en fait on se rend compte qu'il n'est pas ouf comme résistant, mais en même temps après il est très à gauche, mais pareil, il n'est pas foufou non plus. À chaque fois, Et en fait, le film prend tout le temps des contre-pieds. C'est que du contre-pied, du contrepoint, tout le temps. Surtout, il veut garder sa femme. Il aimerait aussi. Oui, mais au départ, comment il est avec elle, rien n'est simple. Vraiment rien n'est simple. Mais si vous voulez voir un comédien faire un festival, c'est Alberto Sordi. Honnêtement, je n'ai jamais vu un comédien faire ça. C'est-à-dire comment il bouge dans les plans larges, comment il marche. Il y a deux scènes d'ébriété où ces deux scènes qui ne racontent pas la même chose. Il est bourré de la même manière, mais il joue totalement différemment. Et c'est des choses totalement différentes qui se jouent. La manière qu'il a de marcher, suivant qu'il joue l'obséquiosité ou la mort, c'est absolument dingue. Non, mais Julie Massordi est mon comédien ultime préféré. Donc, je pense que c'est son meilleur film. Et c'est un film qui est assez méconnu, un film de Dino Risi qui est assez méconnu. Mais vraiment, tous les gens qui le découvrent sont assez soufflés de ne pas l'avoir vu avant. C'est drôle parce qu'il y a un comédien que j'aime beaucoup, qui est Vincent Lacoste, qui était venu il y a quelques années, qui était reparti avec le coffret Sordi. Je vois tous les... mais ça ne m'étonne pas. Parce que je pense que c'est...
Il y a une, alors lui, pareil, il sait tout faire. Hein. Les films où il danse, les films où il chante et tout, il sait absolument tout faire. Et, c'est un film, puis c'est un film qui est très politique. Il y a le film, je ne sais pas si vous l'avez, Nous nous sommes tant aimés, ouais, je le vois. Ouais. Ça, c'est le film cousin. Peut-être que plus de gens le connaissent, Nous nous sommes tant aimés. Et c'est vraiment un film. Trois amis, le Malbourgeois, le Prolo, le Ouvrier. Mais c'est un film qui répond, pareil, c'est des films un peu fleuves comme ça qui se passent sur 20-30 ans. Ce qui est cool en plus, c'est que les Italiens, ils en ont rien à foutre de reconstitution historique, que ça se passe dans les années 40 ou fin 60, ils ont le même costard, le même couple, les mêmes fiables derrière. Non, mais c'est mêlé aussi la comédie avec le politique, avec la vie politique, avec et l'histoire du cinéma en même temps. C'est ça qui est assez beau dans les Torres Scola, c'est qu'il fait un film qui répond. Il a écrit pour Risi Torres Scola. Il était scénariste au départ, et il fait un film qui répond à ce film difficile, qui est un film en écho de difficile, et il intègre l'histoire du cinéma avec son personnage qui est un intello, mais qui est un intello passionné de cinéma, etc., et qui passe sa vie sur cet échec de l'émission de télé de connaissance du cinéma, etc. Et on voit là, le tournage, il fait hommage à Fellini, qui est plein, comment dire, qui travaille. Il lui fait tourner la scène de la Fontaine de etc. Mais pareil, il n'essaie pas du tout d'en faire un jeune Fellini, c'est le vieux Fellini. Mais non, c'est un film. Et pareil, Gassman, très grand acteur. Fanfaron, tout ça. Et l'humour, comment dire. Moi, ce que j'aime énormément dans la comédie italienne, qui je pense est une définie vraiment que je mets au-dessus des autres, c'est comment il raconte l'être humain, pas du tout de la manière classique hollywoodienne, c'est-à-dire les héros ne sont pas du tout héroïsés justement, ils sont mis tout le temps dans des situations très difficiles, pas à leur avantage, et en fait c'est dans les failles et dans les travers que l'humanité surgit en fait. Et il y a une empathie pour les personnages bien plus forte. Il n'y a pas de l'admiration pour les personnages, mais il y a une empathie dingue. Parce qu'ils sont faibles. C'est de l'humain, c'est de l'humain. Il y avait d'autres, il y avait La Chèvre qu'on attend, mais là qu'on n'avait pas. Et il y en a un, j'aimerais bien que vous m'en parliez, c'est Amour et Amnésie, ça j'ai pas vu. Amour et Amnésie, c'est un film d'Adam Sandler. Oui, voilà, c'est ça. De Adam Sandler, non, il doit s'appeler peut-être Tom Duncan, peut-être, je sais le nom du réalisateur, mais c'est les films de Sandler, avec Drew Barrymore. C'est un film sur c'est pas vraiment de la boucle temporelle, mais c'est l'histoire d'une femme qui est amnésique. Quelqu'un l'a vu ou pas? Non. Vous allez bien? Oui, il y a le marron. Comme ça, quoi. C'est Adam Sandler était encore passable après ça. Ouais. Moi, je suis fan d'Adam Sandler, mais peu importe. Mais non, pas peu importe, parce que ça fait partie du truc. Je trouve qu'Adam Sandler a un charme fou. Et il fait passer des films assez... pas forcément géniaux. Mais j'adore Happy Gilmore, qui est un film mais qui n'est pas ouf. On ne peut pas dire le film... Si on enlève Adam Sandler, je ne sais pas ce que c'est que ce film. Mais le mec a un charme dingue. Et je trouve que c'est vraiment pour moi la qualité quand même un peu principale des acteurs, c'est le charme. Et donc voilà. Par ailleurs, Amour et Amnésie fait partie de ces films qui sont extrêmement bien écrits, avec un savoir-faire. Dans le genre boucle temporelle, il y a Un jour sans fin, oui, etc. Sans fin, bien sûr. Il y a Retour vers le futur, etc. Tout ça, c'est des films, j'aurais pu les mettre à la place, mais c'est des films qui sont... Il y a un savoir-faire. On parlait tout à l'heure de la satisfaction du spectateur à la fin des films. C'est souvent le fruit d'un savoir-faire de films qui sont bien troussés. C'est-à-dire que c'est pas bien écrit dans le sens, c'est pas Apocalypse Now, où il y a une œuvre d'écriture. C'est bien troussé. Je trouve que c'est quand même une qualité... moi, j'aime les films... pas que, mais j'aime les films bien faits, bien foutus comme ça. Amour et Amnésie, franchement, c'est des films à regarder. Faut pas s'attendre à avoir un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma, attention. Mais très cool à regarder, quoi. Vous avez vu pire. Bon, c'est une dernière question, et après on va passer à la dédicace peut-être. Oui. Allez, deux dernières questions. Allez-y. Oui, dans vos contemporains ou contemporaines, qui vous inspire, puisqu'on parle surtout des films passés inspire, je sais pas, il y a plein de gens que j'adore. Chez les Américains, il y a vraiment plein de gens que j'adore. Les Tarantino, les
il y a toujours beaucoup de plaisir à voir ces films-là. Là, les frères Boukerma en France, je trouve hyper intéressant. Guy Roddy, par contre, je trouve dingue. Je trouve que c'est un réalisateur incroyable. Nakache Toledano, je trouve qu'ils arrivent justement. Ils sont très fans de comédie italienne, pas du tout pour les mêmes raisons que moi, mais je trouve qu'ils arrivent à un équilibre de films populaires en étant à la fois complètement honnête, en étant, disons, sincère, etc. Il n'y a pas de cynisme. En fait, vraiment, il y a beaucoup de choses. Après, j'en vois pas tant que ça, mais là, par exemple, on parlait du film de Ben Osloon, Sorti. Je fais partie des gens qui ont adoré. Et voilà. Ouais, non, vraiment, j'ai trouvé ça hyper bien. Après, non, il y a plein de gens, je sais pas. Oui, non, mais c'était les personnes que j'allais vous... Enfin, c'était les personnes sur lesquelles j'allais vous interroger, justement, les frères Boukerma, Ostlund, et oui, c'est... Ben, j'ai tout bon, alors. Oui. Non, mais enfin, voilà. Après, il y a la question du cynisme qui est beaucoup plus présente chez Ben Ostlund, que dans le film, je trouve. Ouais, caustique, je dirais. Mais le cynisme, c'est quand même une notion, comment dire, très... Après, je sais pas, parce que par exemple, plein de gens disent que Billy Wilder est cynique. Je ne trouve pas qu'il soit cynique, pas du tout. Il est caustique, il veut pointer les trucs, etc. Mais le cynisme est une notion assez négative, je trouve, et qui est un vrai problème. Oui, je ne sais pas s'il sauve toujours ses personnages, Wilder, mais il y a quelque chose quand même où il y a quelque chose qu'il aime dans cet humain, ce dont vous parliez. C'est la même chose, c'est exactement la même chose que pour les Italiens. Il les met dans des situations... il ne se met pas plus haut qu'eux. Il y a quelque chose de cet ordre-là quand même. Il les regarde, c'est pas... Et puis il aime bien le mauvais goût aussi. Oui. Non, mais c'est vrai, il y a du mauvais goût chez... Enfin, c'est le... Comment dire, c'est la continuité de Lubitsch. Quand on compare les deux, il y a indubitablement beaucoup plus de mauvais goût chez Wilder que chez Lubitsch. Ah oui, et Bruno Dumont, je me demandais. Eh ben, Bruno Dumont, bon, pardon, mais non, mais je trouve que les frères Boukerma réussissent mieux. Alors, je connais pas tout Dumont, etc., mais je trouve qu'il est un peu au-dessus quand il regarde ces personnages. Et les frères Boukerma, beaucoup moins. Je trouve qu'il y a toujours un truc dans ce que j'ai vu, encore une fois, j'ai pas tout vu de Dumont. Mais il y a souvent un truc qui... je sais pas, je suis pas tout à fait à l'aise. Je suis pas à 100%... Il y a des films, c'est très bien, vous voyez, tout ça, et puis il y a quand même un truc où je dis, pourquoi je suis pas à l'aise? Je suis pas à l'aise avec même le plaisir qu'on a voulu me faire prendre et tout ça, il y a un truc... Donc, après, j'ai rien contre. Je déteste assez peu de réalisateurs. Non, mais c'est vrai, j'ai pas... vous faire d'ennemis. Non, c'est pas ça, c'est que non, c'est hyper dur de faire même un mauvais film, réellement, hein, c'est compliqué. C'est dur de faire un film, donc moi j'ai beaucoup déjà de respect pour les gens qui arrivent déjà à faire des films. Après, ça arrête de se planter, ça arrête de pas être d'accord, de pas du tout avoir la même vision des trucs, et voilà. Je suis toujours très étonné, réellement. Je veux dire, si on s'énerve contre un réalisateur, comment on est face à Poutine, par exemple. Mais oui, non, mais il faut quand même garder une échelle de valeur cohérente. Mais le cinéma a ce truc-là où effectivement on se définit par nos goûts. Et quand on dit ouais, c'est vrai que j'aime Adam Sandler avec tout le monde comme ça, on se dit merde, c'est vrai que je suis un blaireau quand même. On se définit par nos goûts de cinéma. Peut-être plus, mais vraiment, je milite pour de la, comment dire, la bienveillance. Oui, mais vous faites des films, oui. Bonsoir. Bonsoir. Il y a pas mal de vos films en fait qui parlent qui racontent un peu les ficelles du cinéma. Souvent des films qui parlent de cinéma avec Coupé, mais même avec OSS 117, qui parodie un peu des films d'espionnage ou avec Le Redoutable, etc. Et du coup, je me demandais, parce que vous parliez des westerns, tout ça, tout à l'heure, si par exemple vous aviez des envies de genre comme ça, ou ce serait de montrer les ficelles aussi de choses comme ça.
Et aussi, pardon, j'ai une autre question. En vrai, j'ai deux questions, mais je crois qu'elles sont rapides à répondre. Et tout à l'heure aussi, vous disiez que en France, on était très attaché au texte. Vous avez parlé aussi dans OSS 117 qu'il y avait une espèce de musique. Et vous parliez de méthode aussi. Et est-ce que du coup, dans les OSS, parce que c'est vrai que toutes les répliques sont cultes, mais parce que je pense aussi on a tous et toutes la musique de la voix de Jean Dujardin avec à chaque fois qu'on se fait les répliques entre potes, c'est avec exactement cette intonation-là. Est-ce que dans les OSS, il y avait une méthode différente par rapport à vos autres films? Non, pas vraiment. Enfin, sur la première question, déjà, oui. Dans l'ordre. Non, enfin, j'ai pas spécialement. C'est pareil, j'ai pas pour but de me dire je vais montrer les ficelles. S'il y a une bonne idée d'un truc et tout, pourquoi pas. S'il y a. Par contre, j'aime bien toujours le truc un peu à plusieurs à tiroirs, c'est-à-dire avec plusieurs niveaux de lecture. J'adore au cinéma voir quelqu'un jouer ou faire semblant de. C'est-à-dire, je vois l'acteur qui joue un personnage qui lui-même est en train de faire semblant de quelque chose. Je trouve ça toujours très, très satisfaisant, très jouissif de voir ça. Donc effectivement, il y a un peu ce côté-là. D'ailleurs, je vous conseille très très vivement le film de Louis Garrel qui va sortir l'année 1900, qui est vraiment hilarant, hyper bon. Tout ce que vous pouvez penser de chiant de Louis Garrel, si vous pensez un truc chiant, non mais oubliez-le. Non, vraiment, le film est brillant. Hyper bien écrit, hyper surprenant, etc. Et je pense à ça parce qu'il y a des scènes comme ça. Et donc pourquoi pas. Après, western, pas western, ouais, non, mais c'était pas western en particulier, c'était juste... Mais après, vous aviez dit en début de conférence que de toute façon, vous marchiez un peu au désir. Et que exactement. Voilà. Exactement. Mais c'est vrai que voilà, ce procédé-là, j'aime plutôt bien voir des acteurs jouer des acteurs, j'aime bien ça. Non, c'est pas. En fait, chaque film a un peu pour moi, il a une règle du jeu et que vous essayez de trouver. Une fois que vous l'avez trouvée, après, il faut la respecter, il faut la faire respecter. OSS, elle est assez complexe, la règle du jeu, parce qu'il y a ça, mais enfin, il y a tout un tas de vannes qui brûlent un peu les doigts, en fait. Donc, il y a vraiment tout le dispositif, en fait, il est ultra compliqué. Enfin, pour moi, il a été ultra compliqué. Toute l'idée étant que ça a l'air très simple et tout à fait naturel, mais c'est hyper compliqué que toutes ces vannes absolument, qui pourraient être extrêmement mal prises, passent et qu'on soit justement sécure et qu'on n'ait pas le truc dont je parlais tout à l'heure de dire je me suis marré, mais en fait j'aime pas tellement ces vannes. Quoi. Et donc voilà. Et par exemple, pour en revenir justement à Louis Garrel, Le Redoutable, lui, il voulait le jouer au tout début, il voulait le jouer pas du tout en Godard. Il dit non, mais fais chier, j'ai pas envie d'imiter Godard. Et tout ça. Il est un peu intimidé, je pense. Non, mais oui, enfin, il y a une histoire un peu familiale avec son père et Godard et tout ça, machin, mais au-delà de ça, il parlait du film de Toden sur Dylan, où il disait mais c'est vachement plus intéressant, tu vois, je réinvente complètement et tout ça, plutôt que de faire un biopic et tout ça. Je disais, mais le problème, c'est que moi, j'ai tout écrit en Godard. Tu peux pas, quand les phrases sont nulles. Et on a fait plein de lectures où il lisait en Garrel. Et honnêtement, c'était pas terrible, quoi. J'ai dit, mais vas-y, fais-le en Godard, parce qu'il imite Godard. Et dès que c'était écrit en Godard, donc dès que tu le lis en Godard, le truc était hilarant. Enfin, pour moi, ça marchait extrêmement bien. Donc c'était à peu près la même méthode. Et je lui disais plus Godard, moins Godard. Tu vois, machin, plus Louis, moins Louis. Et d'ailleurs, par rapport à... Pardon, allez-y. Non, c'est du coup la réplique de Thierry Fasca, mais qui dit oui, mais tu dis à un acteur de dire ça. Mais ça, c'est le. Ouais, mais ça c'est la continuité d'une phrase de Godard. Godard, il est dans. Peut-être dans masculin féminin, mais je suis pas sûr. Il y a un acteur qui dit, mais moi, non, c'est dans Le Petit Soldat, pardon. Il dit, mais tu demandes à un acteur, moi j'aime pas les acteurs c'est des faibles, tu leur demandes de ramper. Je suis sûr que tu demandes à un acteur de dire que les acteurs sont cons, il le fait. Mais j'ai juste. Ça vient pas de cet échange avec le gars.
Non, pas. Non, mais ça aurait été drôle. Mais j'adore Garel. Je trouve que c'est un très très bon acteur. J'aime énormément. Et c'est un bon réalisateur. Même par rapport à la vanne ou à l'humour, c'est comment aussi toujours rire, ne pas rire contre le personnage ou du personnage. C'est des questions que vous posez quand même quand vous écrivez, sans reparler de OSS, mais bon, même d'autres films. Je trouve que c'est compliqué quand même et on se sent assez mal à l'aise de rire contre un personnage ou qui a un rire de connivence comme ça. Et que c'est toujours dans vos films, on rit de bon cœur, mais jamais au détriment totalement du personnage. Comment est-ce que vous écrivez ça? Comment est-ce que vous réfléchissez ça? Ben, je sais pas, c'est souvent des trucs qui ont un peu d'équilibre. Il faut un peu se faire sur les vannes, il faut un peu se faire confiance, c'est-à-dire. Vous, ce qui vous fait rire, c'est pas la République. Non, non, parce qu'il y a quand même cette histoire de règle du jeu. Dans OSS, il y a plein de vannes qui n'ont même pas passé le stade du scénario, plein. Parce qu'en fait, il y a des vannes, si vous les mettez, vous dites parodie, moi j'ai trouvé ça comme des détournements. Parce qu'en fait, quand il y a des vannes, si vous les mettez, vous élargissez le champ de la fiction, qui fait que vous faites comme si plein de choses étaient possibles. Si vous avez un personnage qui dit ah bah qu'est-ce qu'il peut, il manquerait plus qu'il tombe de la merde et il y a de la merde qui tombe, ok, c'est un gag. Mais après, c'est compliqué. Bah oui, de rattraper. Donc vous avez ouvert le champ trop loin. Quoi. Donc il faut rester sur votre ligne. C'est un peu ça qui est compliqué, c'est de trouver, circonscrire. Il y a des blagues, par exemple, il y avait une blague qui me faisait beaucoup rire dans le premier OSS. Non, dans le deuxième, pardon, il ouvrait le journal et la une du journal, c'était Kurt Cobain est né. C'était en 67. En gros, comme ça. Mais en fait, alors ça me faisait marrer, mais après je me suis dit, mais c'est con, c'est pas. Oui, mais ça allait pas dans le truc. Voilà, si vous faites ça, après, tout est possible. Donc voilà, donc c'est une histoire d'équilibre, mais il faut se faire confiance, quoi. C'est-à-dire, il ne faut rien s'interdire, mais en fait, il y a plein de choses qui ne passent pas, et c'est pas très grave. Il y a des bonnes vannes, des mauvaises vannes, et tout ça, c'est pas très grave. Mais quand j'entends des gens dire ah, il n'y a rien de plus difficile que la comédie, je me dis mais n'en fais pas en fait, parce que si ça te semble si difficile, n'y va pas. Ouais, mais je vous entendais parler dans une émission radio d'un gag de Blake Edwards, de Peter Sellers, quand Peter Sellers est au bar parallèle et tout ça. Là. Mais c'est curieux parce que vous avez commencé à parler de la Panthère et moi j'ai pensé au même gag. Mais à chaque fois que je vois, j'éclate de rire. C'est mécanique quoi. Ce gag est hilarant. Mais c'est incroyable. Ce gag est hilarant. On m'appelait le polisseur des bars parallèles. Vous voyez que ce gag-là, si vous voulez. Non, mais c'est juste parfait dans la construction, quoi. Oui, mais il y a la Black Edwards, là, il y a vraiment une mécanique, il y a un sens de la mécanique. Mais ça, ouais, aussi beaucoup de montage et ouais, enfin, bon, faut pratiquer, mais par exemple, le timing est primordial. Le timing, c'est comment vous donnez les informations. Mais c'est tout le cinéma est comme ça, c'est-à-dire. Mais dans la comédie, dans la comédie quand même, particulièrement, je trouve. Il y a vraiment une question de timing, de rythme. Oui. Mais soit vous avez un peu ça, naturellement, en tous les cas, vous avez une inclinaison vers ça, et donc vous faites confiance, mais si vous cherchez la formule magique, c'est mort. Après, c'est vrai que ça se passe. Le montage, vous êtes sur des 24e de seconde, donc c'est quand même. Vous travaillez sous la seconde tout le temps en fait au montage, donc oui, c'est précis. Ouais. Allez, dernière question, et puis après on va passer à la dédicace. Bonsoir, j'ai lu sur Wikipédia que... Faut pas y croire. Je vous dis, ouais. J'ai pas entendu. Faut pas y croire. Faut pas y croire. Que vous prépariez la plus précieuse des marchandises. Oui. Et j'ai lu le livre et après une interview de Jean-Claude Grandet. Et vraiment, c'était une super rencontre avec ce livre. Et voilà, et du coup, je me disais, c'est étonnant ce choix par rapport à tout ce que vous avez fait. Et je suis super ce choix aussi, malgré tout. Eh bien, écoutez, vu qu'il n'y a pas de questions, il n'y aura pas de réponse. Mais enfin, de dire que c'est étonnant ce choix, je l'entends depuis, ça devient un gag, donc ouais.
En vrai, c'est pas du tout étonnant parce que ça fait partie de. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit livre. Alors vraiment que vous pouvez lire. C'est un conte écrit par Jean-Claude Bimbert, qui est un auteur vivant, qui a maintenant 82 ans et dont le père a été déporté. Il a écrit. C'est un livre sur l'amour, mais qui se passe pendant la déportation. Et, écrit comme un conte classique, c'est un détournement de conte, je dirais. Et voilà, donc je l'adapte en dessin animé. C'est un film d'animation. C'est un film d'animation. Et en fait, moi, je dessine depuis que j'ai 10 ans. Et Jean-Claude Bimbert est le meilleur ami de mes parents depuis qu'ils ont 16 ans. Et ça correspond aussi à une histoire familiale. Donc, en vrai, pour moi, il n'y a absolument rien d'étonnant. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai toujours refusé de faire des films sur ce sujet-là. Et j'ai toujours trouvé extrêmement suspect les gens de ma génération qui s'intéressaient à la déportation, à la Shoah, au camp, etc. Mais j'ai trouvé ce livre tellement beau que quand on m'a proposé, j'ai sauté dessus. Mais je suis dedans, j'ai commencé à bosser il y a 5 ans et il sera prêt au printemps 2024. Donc c'est du long terme. C'est un long process. Mais ça va être très beau. Et d'ici là, rien. D'ici là, j'en ai fait un autre quand même, parce que pendant le Covid, on a été obligé d'arrêter et tout, donc j'ai fait couper. Vite fait comme ça. Non, oui. Je vais essayer d'écrire, de faire des. Mais je pourrais pas en faire un autre par contre. Bon. Un grand merci, Michel. Merci à vous. On va se retrouver vers la grande table, si vous voulez bien dédicacer le DVD, le Blu-ray, parce qu'il y a des impatients. Et puis on offre un verre, un pot. Voilà. Bonne voir. Merci à vous.